Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-9. Très bon début de journée à tous, très bon réveil à vous. Tout de suite, c'est le journal. Voici les titres. Nous ferons le point tout d'abord sur les incidents de Bouchalef à Tanger. L'enquête a mis en cause 3 Marocains et 8 ressortissants subsahariens. Tous ont été arrêtés. Ces heurts, on le rappelle, ont causé la mort d'un ressortissant sénégalais. Nous poursuivrons également notre série de reportages cette semaine sur le recensement. Zoom ce matin sur le travail des enquêteurs dans les quartiers défavorisés, notamment dans les bidonvilles de Rabat. Et puis enfin à l'étranger, c'est l'ouverture du sommet de l'OTAN qui retient notre attention ce matin. Un sommet en présence d'une 60aine de dirigeants. Un sommet qui va s'ouvrir également avec Moscou en ligne de mire. On fait le point dans ce journal. Mais d'abord, pour commencer, ce journal sur hautes instructions du souverain, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, Bouchaïb Haroub, inspecteur général des phares et commandant de la zone sud, a reçu hier au siège de l'état-major général des phares à Rabat le président de la commission des forces armées au Congrès américain, Howard Buck-McKeon. Il effectue une visite officielle au Royaume. Il est à la tête d'une délégation de congressmen américains. Les entretiens ont porté sur les différents aspects de la coopération militaire bilatérale. Et on revient donc à présent sur les incidents de Bouchalef à Tanger. L'enquête menée par la police judiciaire de Tanger a donc fini par porter ses fruits. Je vous le disais, 3 Marocains, 8 ressortissants subsahariens ont donc été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans les émeutes du quartier La Elfen. Des émeutes qui ont coûté la vie à un ressortissant sénégalais. Amina Ben Khalak nous en dit plus. Retour au calme dans le quartier El Elfen, la vie a repris son cours pour les habitants. Pourtant, il y a quelques jours, le climat était tendu. Des violences avaient secoué cette zone de Bouchalef. Les événements de Bouchalef sont dus aux violences qui ont opposé les jeunes du quartier et quelques subsahariens. Ils se sont d'abord lancés des pierres, ce qui a ensuite dégénéré en actes plus violents. Une victime a été gravement atteinte. Nous avons su après que cette victime était de nationalité sénégalaise. Après ces incidents, la police judiciaire de Tanger a mené son enquête. Elle a pu arrêter 3 Marocains soupçonnés d'être impliqués dans la mort du ressortissant sénégalais. C'est ce qu'a affirmé le préfet de police de Tanger. Mouloudou Khoya a aussi révélé l'arrestation de 8 ressortissants subsahariens. Pour la société civile, éviter ce genre d'incident à Bouchalef est possible, mais il faut renforcer la présence policière. Il faut s'arrêter un moment sur la situation à Bouchalef. Beaucoup d'immigrants vivent là-bas. Il y a aussi des réseaux de trafic d'êtres humains, de trafic de stupéfiants, mais aussi des groupes de passeurs. Il faut donc plusieurs postes de police dans cette zone, et notamment une police de proximité. Le Maroc s'est engagé depuis plusieurs mois dans une nouvelle politique migratoire. Des dizaines de milliers de sans-papiers ont été régularisés. Les Marocains voient donc les incidents de Bouchalef comme une exception venue troubler cette ambition du Royaume, devenir une terre d'immigration. Et puis on poursuit également ce matin notre série de reportages cette semaine sur le recensement. Aujourd'hui, on s'intéresse au travail des enquêteurs dans les quartiers défavorisés, notamment dans les bidonvilles de Rabat. Comment sont-ils accueillis? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce reportage signé Soumia Derouri, Kamel Rouneim, sur un récit d'Amina Ben Khalak. Ils étaient très attendus, les agents recenseurs du Haut-Commissariat au plan à Douar el-Gra, un bidonville du quartier Yaqoub el-Mansour. Et c'est avec plaisir que les membres de cette famille se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Nous n'avons eu aucun problème, aucune résistance. Toutes les familles nous ont accueillis à bras ouverts. Les gens savent que c'est un devoir, ils répondent à toutes les questions du formulaire. L'opération de recensement a été précédée par une large campagne médiatique et un long travail de sensibilisation qui ont donné leurs fruits.
Tout s'est bien passé, nous avons vu les recenseurs et répondu à leurs questions. Nous avons aussi suivi l'opération à la télévision. 6e du genre au Maroc depuis l'indépendance, cette opération de recensement mobilise 53 000 agents recenseurs répartis sur 42 000 districts. L'opération est à son 4e jour. Elle se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons commencé les 30 et 31 août à tâter le terrain. Cela nous a permis de mieux conduire les enquêtes car les recenseurs connaissent déjà cette zone et se sont familiarisés avec les habitants. Si les questionnaires sont les mêmes pour les ménages des milieux urbains ou ruraux, la réceptivité, elle, varie d'un milieu à l'autre. Les agents recenseurs doivent faire preuve de beaucoup de patience et de tact pour recueillir l'information la plus complète et la plus fiable possible, car c'est sur la base de ces données que de nouvelles politiques publiques verront le jour. Objectif, améliorer le quotidien des citoyens, à commencer par ceux des bidonvilles. Dans l'actualité à l'étranger à présent, pas question pour les États-Unis de lâcher devant l'État islamique. Les États-Unis puniront les bouchées de 2 journalistes américains. Les mots sont de John Kerry, le secrétaire d'État américain. On rappelle que les journalistes James Foley, Steven Sotloff ont donc été décapités par l'État islamique dans des vidéos diffusées à 2 semaines d'intervalle. La diplomatie américaine a d'ailleurs affirmé que ces 2 documents vidéo n'avaient pas été tournés en même temps. John Kerry a également affirmé que l'exécution de Steven Sotloff était, je cite, une sauvagerie médiévale qui a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Et Barack Obama s'est aussi exprimé à ce sujet. Pour lui également, les États-Unis ne se laisseront pas intimider. Barack Obama qui est arrivé hier en Grande-Bretagne pour donc participer au sommet de l'OTAN qui débute ce matin même à Newport. Un sommet de l'OTAN qui s'ouvre sur fond d'extrême tension avec Moscou. Les Occidentaux accusent la Russie d'agression militaire en Ukraine. La pression s'accentue sur Moscou. Paris, par exemple, a décidé de suspendre la livraison d'un navire de guerre à la Russie, le navire Mistral. Dans un contexte international explosif, le sommet se tiendra en présence d'une 60aine de chefs d'État et de gouvernement. Il abordera aussi d'autres crises, particulièrement celle de l'État islamique en Irak et en Syrie, dont la menace est de plus en plus pressante. Et c'est à Gaza que nous vous emmenons à présent, après 50 jours de guerre et de chaos. L'heure est maintenant au bilan et à la reconstruction dans l'enclave palestinienne. La fin de la guerre à Gaza a dévoilé une économie très fragile. Manal Ardari. L'économie palestinienne est en chute libre. Une faible croissance, une situation budgétaire précaire et un taux de chômage qui atteint le niveau le plus élevé du monde. Il est de 36% à Gaza et de 22% en Cisjordanie. Seul un ménage sur 4 vit désormais en situation de sécurité alimentaire, peut-on lire dans le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Quant au taux de chômage, il est passé de 11% en 2010 et 2011 à 1,5% seulement. La récente opération militaire israélienne à Gaza n'a fait qu'aggraver cette situation. Les 50 jours de guerre ont infligé d'énormes dégâts aux infrastructures. Plus de 40 000 logements, 141 écoles, 29 hôpitaux, des dizaines d'usines et l'unique centrale électrique de l'enclave palestinienne ont été détruits. Le coût de la reconstruction varie entre 4 et 8 milliards de dollars. Ces pertes s'ajoutent aux ravages subis pendant 7 ans de blocus imposés par Israël. Le rapport de l'ONU affirme que l'économie palestinienne est complètement asphyxiée. Les exportations sont quasiment interdites et les importations sont soumises à des restrictions sévères. D'après l'ONU, l'économie palestinienne ne pourra pas se redresser sans une action soutenue de la communauté internationale. Des pourparlers devront réunir dans un délai d'1 mois les Palestiniens et les Israéliens. L'ouverture de l'aéroport de Gaza et la démilitarisation de l'enclave sont à l'ordre du jour. Le point maintenant sur cette grave épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'OMS fait état désormais de plus de 1900 morts sur 3500 cas confirmés. Ce dernier chiffre marque une forte accélération de la mortalité. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la transmission d'Ebola pourrait être arrêtée dans les 6 à 9 mois grâce à la réponse internationale. En revanche, le site du magazine américain Science dévoile les projections faites par des
des scientifiques à partir de données existantes. Des projections très inquiétantes et qui prédisent 100 000 cas en décembre. La semaine dernière, l'OMS en prédisait 20 000. Direction les États-Unis à présent pour vous parler de nouvelles technologies avec le casque 3D, le casque de réalité virtuelle le plus avancé du marché. Il est signé Oculus Rift. L'acquisition d'Oculus Rift par Facebook pour 2 milliards de dollars a attiré l'intention de nombreux développeurs des jeux vidéo aux applications médicales. Voyez ce reportage dans la Silicon Valley. C'est la nouvelle obsession de la Silicon Valley. Les casques de réalité virtuelle Oculus Rift sont encore en phase de développement, mais ces professionnels se retrouvent régulièrement pour échanger des idées et tester les premiers jeux conçus pour cette nouvelle plateforme. Oculus est devenu un acteur majeur le jour où Facebook a cassé sa tirelire pour en faire l'acquisition. Quand ils ont été achetés par Facebook, les développeurs ont commencé à prendre Oculus au sérieux. Cela a déclenché une avalanche d'investissements dans le secteur. L'arrivée des lunettes de réalité augmentée de Google a eu aussi un impact important. Le modèle de Google a l'avantage d'être bon marché et c'est l'utilisateur qui assemble lui-même le gadget. Un modèle dont la start-up DodoCase s'est inspirée. Il suffit de placer le boîtier sur son téléphone et de télécharger une application pour recréer des expériences de réalité augmentée. Ça permet vraiment d'amener la réalité virtuelle dans les mains de Monsieur Tout-le-Monde. Ça leur donne un avant-goût du potentiel de la réalité virtuelle avant de se payer un système plus cher. Mais si le jeu est l'un des moteurs de la réalité virtuelle, le secteur de la santé peut lui aussi profiter de l'arrivée de ces nouvelles machines. Cette application permet par exemple de corriger les problèmes de vision quand un œil se fatigue trop, car l'autre n'est pas assez sollicité. Pour remédier au problème, elle diffuse 2 images différentes, dans l'œil gauche et dans l'œil droit. Afin de gagner la partie, le cerveau du joueur doit absolument prendre en compte les 2 images et donc faire travailler l'œil jusque-là délaissé. Grâce au boîtier Oculus, on peut contrôler totalement l'image envoyée à chacun des yeux. On peut créer une expérience d'immersion en 3D et donc le patient peut bouger la tête et regarder partout, comme dans la réalité. Et selon son inventeur, lui-même atteint de troubles de la vision, pas de doute, le traitement marche. J'ai joué environ 20 heures, étalé sur 5 semaines de traitement. Maintenant, je vois presque normalement, en 3 dimensions. Autre signe du potentiel commercial des casques de réalité virtuelle, le géant japonais Sony se lance lui aussi dans l'aventure. Baptisé Morpheus, son boîtier devrait être compatible avec les consoles PlayStation. Après les États-Unis, on s'arrête en Grande-Bretagne pour terminer ce journal. Face à des transports publics souvent lents et chers, beaucoup font désormais le choix du vélo à Londres. Le nombre de cyclistes a doublé en 15 ans, mais l'insécurité devient préoccupante avec de nombreux accidents, dont une quinzaine mortels par an. Le reportage à suivre. Londres par une belle journée. Comme des milliers d'autres dans la métropole, Craig se déplace à vélo. Mais quand on sait qu'il a eu un accident il n'y a pas si longtemps, cela peut paraître étonnant qu'il soit remonté sur une selle. Il y a un an et demi, j'allais au travail le matin et j'ai été heurté par un taxi, juste là, au-dessus de mon épaule. Ma tête a percuté la vitre arrière, elle a volé en éclats sur mon visage. J'ai eu 250 points de suture. Heureusement, je n'ai eu que des cicatrices et rien d'autre. Craig reconnaît que c'était sa faute, il a brûlé un feu rouge. D'après les autorités, cette dernière décennie, 14 cyclistes en moyenne ont trouvé la mort chaque année dans les rues de la capitale. Évidemment, on a de plus en plus de Londoniens à vélo sans expérience, qui s'ajoute à un trafic qui est déjà très chargé. Les camions représentent moins de 4% du trafic à Londres, mais sont impliqués dans plus de la moitié des accidents de vélo. La police encourage donc les cyclistes à monter dessus pour voir la route depuis leur perspective, à 2 mètres voire 2,50 mètres au-dessus de la mêlée. S'asseoir dans le camion et voir ce que eux ils voient, même avec leur rétroviseur, c'est troublant de voir à quel point ils voient peu. Prendre une meilleure conscience de ce danger pourrait rendre les rues de Londres plus sûres. C'est aussi ce que dit le plus célèbre cycliste de Londres, Boris Johnson. Nous dépensons 1 milliard de livres sur tout un tas d'infrastructures pour le vélo. Mais il y a aussi une révolution culturelle qui s'opère. Les gens commencent à comprendre que Londres est une ville de vélo et on va en voir de plus en plus.
Il y aurait 2 fois plus de cyclistes dans la ville aujourd'hui par rapport à 1999. En 2013, on a comptabilisé 212 millions de trajets à vélo. Le nombre d'accidents mortels, lui, reste stable. Mais pour ne pas oublier que se déplacer à vélo représente un danger, on trouve par endroits des vélos fantômes, là où s'est produit un drame. Voilà pour le journal. Tout de suite, on va prendre la direction de l'Afrique du Sud. Et on retrouve en direct de Durban notre correspondante Asma Botmi. Bonjour Asma. Bonjour Naïma, bonjour à tous. Alors Asma, l'actualité chez vous, ce sont les relations bilatérales au beau fixe, on peut le dire, entre la Russie et l'Afrique du Sud, alors que c'est le bras de fer, on l'a vu dans le journal en ce moment, entre les pays occidentaux et la Russie. Jacob Zuma, le président sud-africain, vient d'entamer une visite en Russie. De quoi s'agissait-il ? Oui Naïma, alors officiellement, cette visite de 6 jours du président sud-africain Jacob Zuma était un petit voyage pour qu'il aille se reposer, étant donné qu'il a eu quelques soucis de santé ces derniers temps. Mais en réalité, cette visite de 6 jours était une visite de travail et de discussion. Jacob Zuma et Vladimir Poutine ont parlé notamment de politique étrangère, de diplomatie ou encore d'échanges commerciaux. Alors comme vous l'avez dit, la Russie est de plus en plus isolée en raison de la crise ukrainienne et elle cherche plus que jamais des alliés en Afrique. Et avec l'Afrique du Sud, elle a trouvé un allié solide. L'Afrique du Sud critique volontiers l'Occident pour sa politique étrangère et n'hésite pas à se rapprocher de la Russie, avec qui elle entretient des relations au sein du groupe des BRICS. Alors il y a quelques mois, Pretoria s'est même abstenu lors d'un vote de l'ONU dénonçant le rattachement de la Crimée à la Russie. Alors Asma, cette alliance, elle est, semble-t-il, bénéfique aux deux pays, pas seulement à la Russie. Tout à fait, Naïma. Alors, pour la Russie, l'Afrique du Sud est un marché de plus en plus attractif. Actuellement, l'Afrique du Sud exporte principalement des minerais en Russie, mais les échanges bilatéraux peuvent se développer et sont amenés à se développer. Du côté sud-africain, ce qui les intéresse, c'est le nucléaire russe. Pretoria est intéressé par créer des centrales nucléaires ici en Afrique du Sud pour sa consommation énergétique. Et donc, même si pour l'instant rien n'a filtré sur d'éventuels contrats, eh bien, c'est le principal intérêt pour les Sud-Africains. Il y a aussi pour la Russie le faible niveau de développement des infrastructures sud-africaines qui constitue un réel potentiel pour les entreprises russes et aussi dans un contexte d'embargo sur les produits agricoles européens, eh bien la Russie veut importer de plus en plus des pays des BRICS et notamment l'Afrique du Sud. Alors ce sont ces intérêts mutuels qui font que les relations entre ces deux pays sont au beau fixe. Au cours de cette année, Zuma a rencontré Poutine 3 fois et le commerce entre les deux pays a augmenté de 13% en un an. Asma Botmi en direct de Durban en Afrique du Sud pour Média TV. Merci Asma, on vous dit à bientôt. Place à la revue de presse tout de suite. Une revue de presse signée Tawfiq Nasseri. Restez avec nous, on revient tout de suite après.